Salut à tous, bienvenue dans The E-Commerce Society, un programme qui vous propose d'entendre la voix de ceux qui font le marché du e-commerce, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Criteo avec pour partenaire média 100% Média et partenaire opérationnel AdLearn Media. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, l'émergence du retail et du commerce média. D'après Fevad, les recettes publicitaires du retail média en France ont augmenté de 42% pour atteindre 640 millions d'euros. D'après l'étude d'Adyen réalisée en 2022, ce serait 47% des entreprises qui estimeraient que le commerce unifié, à savoir physique et numérique, améliorerait l'expérience client. Alors que les retailers se muent en médias, la marge du retail média est 6 fois plus importante que le retail traditionnel, d'après les 24/7 Wall Street. En 2022, le marché du retail média représentait 14 milliards de dollars. Par son association de veille commerciale et données ciblées sur le parcours d'achat des shoppers, le commerce média s'avère être une aide précieuse pour booster les résultats des annonceurs. Développement de la notoriété, augmentation du trafic web et monétisation de l'audience, entre retail média et commerce média, quelle stratégie adopter? Pour répondre à cette question, nous demanderons à nos invités comment définissent-ils le retail média et le commerce média, et d'après eux, quelle est la différence entre les deux concepts? Comment l'écosystème e-retail s'organise aujourd'hui et quelles sont les bonnes pratiques à adopter par les marques pour réussir leur campagne retail et commerce média? Pour en discuter, Élise Ophel de Criteo, Jérôme Marie de PepsiCo. Une émission présentée par Michel Jubilé. Bonjour Élise. Bonjour Michel. Bonjour Jérôme. Bonjour. C'est votre première fois sur The E-Commerce Society, donc merci d'être parmi nous pour nous parler de retail et commerce média. Et première question, comment définir le retail média et le commerce média et surtout, quelle est la différence entre les deux concepts, Élise? Alors le retail média, c'est l'ensemble des leviers publicitaires qui sont proposés par une enseigne. D'accord. Donc que ce soit en magasin ou en e-commerce. D'accord. Donc l'objectif en e-commerce a été de digitaliser tous les éléments de mise en avant produits qu'on pouvait retrouver dans les magasins physiques, les têtes de gondole, les sorties de caisse, les allées centrales, pour mettre en avant les produits. Donc dans un autre monde, entre guillemets, qui est le monde du online, quand on parle de e-retail média, ouais. Par exemple. Donc ça, c'est le retail média. Le retail média, c'est aussi un écosystème qui regroupe 3 typologies d'acteurs clés. Les enseignes qui ont besoin d'utiliser le levier publicitaire pour créer des revenus et des marges supplémentaires en dehors de leur métier d'origine qui est le commerce. Les marques qui ont besoin de trouver de la visibilité, qui ont besoin de mesurer la profitabilité de leurs investissements publicitaires chez les enseignes et puis de rendre leurs produits visibles, notamment en e-commerce où on est exposé naturellement à beaucoup moins de produits que dans un rayon classique d'un magasin. Et puis les consommateurs qui ont besoin d'expériences clients enrichies et puis de voir le bon produit au bon endroit, au bon moment pour tout simplement l'ajouter dans leur panier et puis l'acheter. Donc, je dirais que c'est des leviers publicitaires et aussi un écosystème qui regroupe différents professionnels et forcément le consommateur. Donc ça, on est d'accord que c'est le retail média. Et le commerce média, et alors, tout ça. Le commerce média, il émane du retail média dès lors qu'on se structure. Les enseignes ont besoin de transformer leur site marchand en média. Donc le commerce devient média, et le média devient commerce. Si on prend l'exemple d'un individu qui consulte une page produits de chaussures sur le site de la Redoute le matin avant d'aller travailler, puis à sa pause déjeuner lit un article sur elle et le soir dans le métro ouvre une application de jeu préférée pour passer le temps sur son mobile, finalement j'ai différents points de contact et j'ai qu'un seul individu. L'objectif du commerce média, c'est la capacité à utiliser les données commerciales pour adresser des messages pertinents, des messages consistants aussi, qu'on ait un rappel du même message dans un environnement sain et protégé auprès d'un individu. Donc je dirais que c'est une démultiplication des points de contact, qu'ils soient digitaux ou offline, afin d'adresser un message commercial à un consommateur potentiel. Donc là, j'entends vraiment
la sortie du magasin. Retail média, on reste dans le magasin. Commerce média, on s'ouvre en dehors du magasin. Donc sur la partie digitale, c'est la capacité de capter l'attention des individus partout sur l'open web, sur des éditeurs classiques, sur des sites médias, et puis en multi-device, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le shopper est omnicanal et on a besoin de l'adresser partout. Donc ça, c'est le commerce média selon la définition de Criteo. Alors, merci beaucoup, Élise, parce que je vais essayer de résumer ce que tu viens de dire. Il y a deux écosystèmes, en fait. On a le retail média, qui est un écosystème composé d'enseignes, de marques qui ont besoin de mesurer la profitabilité. On va le voir dans quelques instants avec Jérôme. Et également les consommateurs. Donc ça, c'est le premier écosystème. Deuxième écosystème que j'appellerais un écosystème de points de contact, qui est en fait la possibilité pour les acteurs du retail média de pouvoir retrouver ce fameux utilisateur qui regarde des chaussures en partant au bureau et qui a différents points de contact et qui véritablement sur lequel on va pouvoir lui pousser un certain nombre de messages pour lui dire que ces fameuses chaussures, elles sont extraordinaires et qu'il faut effectivement pouvoir, sans doute, ce serait intéressant de pouvoir les acquérir. Et c'est la force de Criteo, effectivement, depuis des décennies, de pouvoir justement retrouver ces différents points de contact et qui constituent donc ce concept de commerce média. C'est ça. Parfait. Super, Élise, merci beaucoup. Jérôme, comment toi, justement, tu t'intègres dans ces deux écosystèmes, retail média et commerce média. Comment toi, tu le définirais en tant qu'annonceur? Alors nous, en tant qu'annonceur, c'est partir du principe que pour nous, le commerce média et le retail média, qui finalement est une partie du commerce média, c'est quand on communique avec nos consommateurs, mais quand on les considère comme acheteurs. C'est-à-dire que là, on ne va pas parler aux consommateurs, mais vraiment à l'acheteur et même aux responsables des achats d'une famille ou d'un foyer. Donc, partant de ce postulat, on se dit que le commerce média, c'est la manière dont on va aller toucher ces acheteurs, peu importe le point de contact. On peut penser au parking des hypermarchés avec de l'affichage, par exemple. On peut penser même à l'intérieur des malls, donc des centres commerciaux, les affichages digitaux dans les centres commerciaux. Pour moi, ça, c'est du commerce média. Si je vais sur la partie web, ça va être du e-commerce média. Donc, on peut citer effectivement Criteo, qui est leader mondial du retargeting, qui est de se dire comment je fais, moi, quand je suis cliché sur voyage privé, je regarde pour un voyage. Ensuite, je vais sur Facebook, et on me pousse effectivement la publicité du voyage que j'étais en train de regarder. Donc ça, pour moi, c'est du commerce média. Après, il y a la partie retail média ou e-retail média, et là, c'est le fait d'aller toucher le shopper, l'acheteur, dans une situation d'achat. Donc, on est plus bas dans le funnel de conversion marketing, et on va aller le toucher soit sur le site web, sur la partie e-commerce, soit dans le magasin physique, tout simplement. Merci Jérôme. Justement, tu parlais de e-retail. Ce fameux écosystème, et je crois que le mot écosystème va être un mot-clé quand même, parce qu'effectivement, tout ça doit pouvoir bien fonctionner ensemble de manière harmonieuse. Comment l'écosystème e-retail s'organise aujourd'hui quand on parle de différents points de contact, quand on parle effectivement de différents acteurs? Comment tout ça s'organise aujourd'hui de ton point de vue, Élise? Alors, l'écosystème e-retail, il s'organise de la même façon que le retail média. Il y a les enseignes qui sont clés et du coup qui évoluent dans leur métier, qui ne sont plus seulement aujourd'hui des points de vente qui sortent de la marchandise de caisse, mais qui transforment aussi leurs points de vente en médias. Donc les enseignes, elles sont clés. Elles vont permettre donc de créer des inventaires, des surfaces publicitaires, qu'elles soient digitales ou offline. Elles vont aussi permettre l'utilisation des données first party, donc pour créer des segments d'audience extrêmement ciblés, pertinent sur de la donnée propriétaire d'acheteurs. Il y a la marque, évidemment. Donc la marque, elle a une relation commerciale avec l'enseigne. Et la marque, elle va justement avoir une relation marketing et communication avec l'enseigne. Donc un point d'ancrage supplémentaire pour justement mieux maîtriser son image de marque chez l'enseigne. Et l'image de marque, elle peut être personnelle. Je suis PepsiCo, je lance une nouvelle gamme de produits. J'ai besoin de la rendre visible en e-commerce. Moi, j'adore dire que je n'achète pas un produit que je ne vois pas et que je n'achète pas un produit que je ne connais pas. Aujourd'hui, il y a 85% des ventes qui sont faites sur les pages 1 de résultats ou les contextes, les pages de contexte, donc les catégories, chez les sites des enseignes. Et on sait que 40% des ventes sont raflées par les 10 premières tuiles produits. Donc si ma gamme est mal référencée, si je ne suis pas visible, autrement dit j'ai aucune chance
de vendre bien mes produits auprès de mes consommateurs. Donc les marques, elles ont besoin de ça. Et puis surtout, les marques, aujourd'hui, elles ont intégré le commerce média dans leur mix média. Elles poussent d'ailleurs des assets visuels qui vont être les mêmes qu'en télé, les mêmes qu'en affichage. Et elles ont besoin de se dire combien ça me rapporte. Bien sûr. Et donc la marque, elle se dit, très bien, derrière chaque vente, je suis capable de réconcilier 1 euro investi en publicité. Et aujourd'hui, les marques sont extrêmement regardantes de ces points. Je pense que Jérôme pourra en certifier. Il y a tous les partenaires, les agences médias aussi, qui aujourd'hui rentrent de plus en plus dans la danse sur ces sujets commerce et qui soutiennent les marques justement pour utiliser le commerce média comme un point du mix média global. Donc on le disait, télé, radio. Et puis enfin, et toujours le consommateur, quoi. Alors, le consommateur, il a besoin de consentir déjà, d'être d'accord. Ça, c'est important. Le consentement sur le site e-commerce, c'est un challenge, mais c'est avant tout un environnement sain. Un consommateur, quand il va sur le site de La Redoute, par exemple, il se projette dans un magasin. Il sait que c'est tout à fait safe, qu'on ne fait pas n'importe quoi de ces informations, qu'il n'y a aucune arnaque possible parce qu'il y a le porte-étendard de la grande enseigne. Et du coup, il est d'accord de dire très bien, La Redoute, conseille-moi des produits qui pourraient m'intéresser, montre-moi une nouvelle gamme de produits, effectivement, ça m'intéresse. Et finalement, c'est un parcours d'achat virtuel et digital qu'on a besoin de recréer. Donc le shopper est vraiment clé. Et le shopper, il a besoin d'expérience. Merci. Voilà. Merci Élise. Justement, je reprends ton point de départ, qui est le fait de transformer un point de vente en média, avec tout ce qui se réfère à un média, c'est-à-dire effectivement s'assurer qu'il y a une sorte de code de déontologie dans ce qui est délivré en termes de messages auprès du consommateur, que ce consommateur également soit rassuré sur le fait que sa donnée est bien exploitée pour l'orienter vers les marques qui lui ressemblent ou qu'il serait susceptible de consommer. On est d'accord ? Tout à fait. Un exemple hyper simple dans le CPG. On ne proposerait jamais une publicité pour de l'alimentation pour chat, par exemple, à quelqu'un qui n'a pas de chat. Et grâce à la donnée first party, on le sait, donc on n'expose pas du tout le shopper à des messages non pertinents. Autre exemple, dans l'univers de la beauté, très difficile de savoir si ce rouge à lèvres correspond à ma carnation, va bien m'aller, et du coup, besoin de créer de l'expérience pour dire finalement que c'est pas juste une petite tuile produit avec des couleurs qui se ressemblent beaucoup sur un ordinateur, mais de donner de l'expérience à un shopper pour lui dire oui, ça t'ira mieux que voilà, expérience et conseils pour créer de la confiance également. Tout à fait. Merci Élise. De ton point de vue, Jérôme, l'écosystème e-retail, comment tu vois la manière dont il est organisé et toi, comment tu t'intègres dans cette organisation justement ? Du fait de l'évolution du marché, je pense que depuis ces dernières années, il a eu tendance à vraiment se structurer et on a observé effectivement, je rejoins Élise, les enseignes ont créé leur propre régie pour maîtriser de bout en bout la chaîne de valeur. Et l'exécution, parce que très important de commercialiser quelque chose qui a du sens. On a vu aussi que petit à petit, ces fameuses régies publicitaires des enseignes ont limité les partenariats qu'elles avaient avec des sociétés type Criteo, avec des partenaires tierces. Et maintenant, on observe que c'est quasi uniquement avec des tierces type Criteo qui ont une vraie plus-value technologique. Je pense que c'est important pour tout le monde d'avoir quelque chose de gagnant-gagnant où finalement vous payez quelque chose à une régie d'une enseigne ou directement avec le tierce, mais pour quelque chose qui a de la valeur. Bien sûr, et qui est mesurable. Qui est mesurable et qui apporte de la plus-value. Et effectivement, toutes les choses qui pouvaient y avoir par le passé, quand le marché se structurait et se développait, ça a eu tendance à s'assainir en termes d'offres. Donc ça, c'est plutôt très intéressant pour nous, marques, parce qu'on sait que maintenant, voilà, on a en règle générale 3 ou 4 tierces qui gravitent autour des régies, des grosses régies des enseignes, avec lesquelles on sait que ça aura de la pertinence de travailler avec. Merci Jérôme. Tu viens d'évoquer une sorte d'assainissement, on va dire, du marché du retail média. Et cet assainissement est venu des acteurs retail eux-mêmes, qui, comme tu l'as dit, ont créé leur propre régie, mais ont besoin de s'appuyer sur, j'allais dire, une
un savoir-faire technologique comme peut le proposer Criteo pour atteindre les différents objectifs que toi tu attends en tant qu'annonceur. Et par rapport à ça, justement, on va dire qu'il y a un certain nombre, il y a un cahier des charges que tu as et auquel, entre guillemets, j'allais dire, les enseignes et également les technologies se plient pour le plus grand bonheur, je l'espère, en tout cas, de ton chiffre d'affaires à venir. Oui. Alors, après, c'est gagnant-gagnant toujours. On est d'accord. De toute façon, quand vous êtes une marque, vous vous dites, moi j'ai des objectifs commerciaux sur tel ou tel site e-commerce, je vais mettre en place une campagne qui permet à tout le monde d'y gagner. C'est-à-dire que le consommateur trouvera plus facilement le produit où il y a de l'appétence à acheter. Je vous prends un exemple, un paquet de chips. Je ne vais pas aller cibler effectivement des personnes qui ne consomment pas de chips, mais je vais aller cibler les acheteurs naturels de la catégorie ou les personnes qui pourraient devenir acheteurs de chips. Donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde parce que ça fait augmenter le panier du distributeur et ça fait moi travailler l'image et la visibilité de ma marque. Donc voilà, vraiment, c'est important d'être dans une situation de gagnant-gagnant surtout. Alors justement, tu parles de situation gagnant-gagnant. Ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être des annonceurs, voire même des agences ou même des enseignes, elles aimeraient savoir quelles sont les bonnes pratiques que les marques doivent suivre pour réussir leur campagne. Je vais le refaire. Quelles sont les bonnes pratiques que les marques doivent suivre pour réussir leur campagne retail et e-commerce média. Donc on a parlé de technologie, on a parlé d'enseignes, bien sûr les annonceurs. De ton point de vue, Élise, comment tout ce petit monde, pour que ce soit gagnant-gagnant, quelles sont les bonnes pratiques? Alors d'abord, je vais dire quelque chose de basique, mais savoir son objectif. Une marque, elle a énormément d'objectifs qu'elle est capable d'adresser aujourd'hui en commerce média, faire connaître un produit, animer du Fondrillon, donc des gammes permanentes, animer un temps fort promo, Noël, etc. Donc connaître son objectif. Ensuite, donc on est lié, la marque, elle est liée à l'enseigne. La marque est le fournisseur de l'enseigne et l'enseigne est le distributeur. Donc s'assurer que les produits qu'on va mettre en avant sont bien disponibles à l'achat. L'expérience shopper étant la clé de voûte de cet écosystème. Donc ça, c'est hyper important. Ça semble très, très basique. Fixer des objectifs de profitabilité. Jérôme l'a dit, aujourd'hui, les marques, elles ont besoin de savoir ce que ça leur rapporte. Si elles mettent leurs œufs dans le bon panier, j'ai envie de dire. Donc, fixer des objectifs de profitabilité qui vont nous permettre, en tout cas chez Criteo, d'orienter de l'optimisation de campagne, etc. Donc, vérifier qu'on ait une DN suffisante. La DN, c'est le volume de produits détenus par les enseignes. Et un point très, très important côté Criteo, c'est qu'on est prestataire technologique. On est des partenaires des marques et des enseignes. En revanche, on ne bypasse jamais des relations commerciales entre un fournisseur et un distributeur. Donc s'assurer aussi que tout le monde est d'accord de travailler ensemble. Bien sûr. Et ce n'est pas parce qu'on est un tiers technologique dans l'écosystème qu'on a le droit et qu'on se permet de faire ça. C'est extrêmement important de le notifier. Donc nous, on fait... En fait, Criteo et la technologie est un outil facilitateur de la relation entre la marque et l'enseigne. Tout à fait. Très bien. Merci Élise. Sans doute que tu veux très rajouter. Basiques. Oui, bien sûr. Elles restent très basiques, mais je pense que c'est le socle, on va dire, le sanity check de cet écosystème qu'il faut vérifier et qu'on se charge de vérifier chez Criteo. Et ensuite, de notre côté, tenir notre promesse qui est transparence, flexibilité et mesure en temps réel pour toutes les parties. Donc si je résume, les bonnes pratiques de ton point de vue en tant qu'observatrice côté technologique, c'est que l'annonceur connaisse son objectif, de s'assurer que l'expérience client soit au rendez-vous, notamment en donnant la possibilité d'acheter le produit, en tout cas que le produit soit disponible. Tout à fait. 3, la profitabilité. Et j'allais dire 3 bis, voire 4, c'est que la technologie, elle soit simplement un facilitateur entre les deux parties, mais qu'entre guillemets, elle n'interfère pas dans la bonne relation ou dans la relation entre l'enseigne et la marque. Tu confirmes, Jérôme ? Je confirme. Je confirme. Et justement, toi, dans ce que tu pratiques au quotidien pour que ce commerce média et ce retail média soient profitables pour toi, quelles sont les bonnes pratiques que tu conseillerais, que tu corrigerais ?
Je vais rejoindre Élise sur les éléments dont elle a parlé d'exécution. Évidemment, l'exécution, c'est clé pour avoir quelque chose de propre et de parfait pour la marque et pour le distributeur. Après, je pense qu'il y a un point qui est fondamental, qui est de se dire comment on fait pour revenir aux basiques. Parce qu'un site e-commerce maintenant, on est sur des audiences, je parle de l'alimentaire, 3 sites e-commerce alimentaires actuellement en France font plus de 10 millions de visiteurs mensuels. Donc maintenant, c'est des vrais médias, des plateformes d'audience. Quand on sait que 4 Français sur 10 fait ses courses online alimentaires au moins une fois dans l'année, dans une entreprise telle que la mienne, on se dit que les sites de e-commerce peuvent être soit un carrefour de médias, donc si je prends le funnel de conversion marketing, je suis plutôt dans une situation de vouloir faire une campagne pour de la notoriété, bien sûr, ou aussi une plateforme pour aller faire des ventes. Moi, je suis responsable e-commerce, mon objectif, c'est de faire des ventes en ligne, mais là, je suis pas du tout sur des objectifs de notoriété, je suis plus sur des objectifs de vente. Et c'est là où je pense revenir au basique, c'est important de se dire où est-ce qu'on met le curseur entre notoriété et conversion, donc le bas de funnel, et en fonction de ça, qu'est-ce qu'on met comme KPIs, comme données clés à suivre et comme objectif de performance. Est-ce que je vais aller chercher de l'impression, du nombre de visiteurs qui a vu mes bannières, du nombre de clics, ou est-ce que je vais aller chercher un chiffre d'affaires? Alors justement, j'ai une question subsidiaire par rapport à ce que tu dis. Quand tu dis qu'effectivement, ce qui est important pour toi, c'est d'être simple et basique, comme dirait Orelsan, mais la question est, est-ce que, comme on vient de le voir, hein, les enseignes se transforment de plus en plus en médias, certes, l'objectif c'est que tu vendes, mais est-ce que tu pars du principe aussi que ce processus pour aller vers la vente, et je pense notamment à la création de contenu, on parlait de conseils, etc. Est-ce que même si pour toi, qui est très orienté vente, tu considères que la qualité du contenu qui entoure le produit est important? Très important. Okay. Je vais vous citer 2 exemples de notre portefeuille. On a une marque dans notre portefeuille qui marche très très bien, qui existe depuis longtemps, qui s'appelle Alvaillé, qui est du gazpacho, qui est donc un produit espagnol, qui a un taux de pénétration en France qui est encore en construction, en développement. Tout l'enjeu pour le coup sur le e-commerce, c'est d'aller faire découvrir aux consommateurs à Alvaillé, parce que dès lors que le consommateur voit Alvaillé, il l'achète. Je confirme. Voilà, très bien. Je suis un gros consommateur. Donc tout l'objectif, c'est en fait d'aller apporter du contenu, d'aller faire du recrutement, de la pénétration. Donc là, apporter vraiment toute l'image de la marque au produit, c'est hyper important. D'accord, mais c'est très important effectivement, parce qu'il y a tout un débat en ce moment où on veut, entre guillemets, mettre en confrontation le contenu et puis la dimension purement commerciale pour justement atteindre les objectifs de vente. Et ce qui est très important, je pense, c'est de dire que les deux vont ensemble, et que générer de la confiance vers le consommateur, c'est de dire où vient ce gazpacho, et même pourquoi pas lui expliquer que bon, il pourra peut-être pas aller dans la région en vacances, mais bon, qu'il va trouver un petit peu d'évasion en goûtant le produit par exemple. Alors justement, ce qui est très très intéressant, c'est de voir que ces deux mondes, ce monde de la vente pure et dure et ce monde du contenu, du contenu qui est là, on vient de le voir, pour donner de la confiance aux utilisateurs. Donc ces deux mondes se rassemblent et se parlent de plus en plus. Comment comment tu vois, Élise, évoluer les offres retail et e-commerce média à l'avenir? Alors déjà, je les vois évoluer de façon très positive, et je ne suis pas la seule à le penser. McKinsey prévoit une croissance à 22% et un marché qui pesera, si on exclut la Chine et Amazon, plus de 32 milliards de dollars en 2024. Donc moi, je pense que le commerce média a un avenir radieux. L'enjeu de l'évolution, il est divers. Je pense que, comme tu le disais, Jérôme, les grandes enseignes aujourd'hui sont de vrais carrefours d'audience, mais gardent un certain plafond de verre où elles ne peuvent pas avoir plus de consommateurs dans le magasin qu'il n'y a réellement. Donc, élargir les potentiels à l'open internet, démultiplier les points de contact en poussant des contenus de qualité grâce à la donnée first party notamment, c'est un point d'évolution, et c'est là où on pourra aller exploiter tout ce potentiel de croissance. Je pense aussi à des notions un peu plus écologiques notamment. On voit de grandes enseignes qui communiquent sur le fait qu'elles arrêtent l'impression des prospectus et des catalogues papier. Ça, c'est un nouveau levier digitalisé et un nouveau point de contact shopper. Donc, il va falloir effectivement trouver un moyen de refaire passer ces messages, ces prospectus, ces catalogues, qui sont
adoré des Français. Le catalogue est adoré, les gens les consultent vraiment. Moi, j'ai des enfants personnellement, ils attendent avec impatience les catalogues de Noël. C'est peut-être même le premier contact physique avec le produit. Exactement, je suis à la maison, je ne le vois pas du tout comme un spam. Je dis que l'enseigne m'adresse un message pour relayer des promotions, des temps forts et pour générer du trafic en magasin, ce qui est hyper important et pour la marque et pour l'enseigne. Donc toute cette partie de digitalisation du catalogue qui est aux prémices, on commence vraiment les très très grands acteurs de la distribution l'annoncent depuis 1 an et demi environ. Ça va être aussi un levier de croissance très fort, pardon. Donc lever le plafond de verre de l'enseigne, aller toucher des consommateurs potentiels partout sur l'open web, et puis aussi digitaliser certains leviers de communication et puis aussi des points de contact consommateurs dans un contexte vert, de respect de la planète, etc. Donc, Merci Élise. Donc Jérôme, de ton point de vue, comment tu vois évoluer les offres retail et commerce média à l'avenir, ou comment t'aimerais les voir évoluer en tant qu'annonceur? De mon point de vue, je fais le même constat qu'Élise. On arrive dans un moment où la distribution, ou en tout cas les magasins physiques, perdent de manière structurelle de la fréquentation. Je crois qu'en 8 ans, ils ont perdu 40% de fréquentation dans les magasins physiques, ce qui est quand même énorme. Et question, est-ce que ça, tu le vois dans tes chiffres à toi, des chiffres de vente? Ou est-ce que j'allais dire que tu es dans des chiffres de vente assez constants? Il y a une sorte de rééquilibrage de cette baisse qui va vers le online, en fait. Et surtout actuellement, on est sur une valorisation du marché du fait de l'inflation. Donc on voit que les prix sont en train d'exploser et que les volumes sont en train de baisser. Mais évidemment, sur la partie e-commerce, le e-commerce profite de cette baisse de fréquentation des consommateurs. Et c'est un peu structurel du fait de la digitalisation de la nouvelle génération, de la Gen Z qui veut moins aller en magasin physique que l'ont fait nos parents. Donc c'est inévitable que cette baisse continue. Et du coup, mon point de vue, c'est de se dire comment... il y a un vrai point à craquer sur le retail média et retail média, c'est comment on trouve une solution pour un petit peu arriver sur la partie web à drainer du trafic ou redrainer du trafic en magasin, que ce soit en magasin physique ou online. Et je pense que c'est quelque chose qui, pour l'instant, n'a pas été tant craqué que ça. Et du fait de l'arrêt inévitable des prospectus qui va arriver dans les prochains mois, je pense que ça va être inévitable de plancher sur une solution comme ça. Donc pour moi, ça va être un des axes majeurs. Ça va être soutenu par tout le sujet de l'omnicanalité, où on voit que toutes les marques savent que pour fidéliser leurs consos, leurs clients, et pas pour qu'ils ne partent pas à la concurrence, ils ont nécessairement une obligation de digitaliser leurs ventes, leurs points de contact, et donc de travailler l'omnicanalité. Donc ça aussi, je pense que le retail média va devoir trouver des solutions à ce sujet de l'omnicanalité. Il y a l'autre point qui est le sujet du partage de la data entre les marques qui sont finalement les acheteurs ou même les agences médias et les régies. Je pense que c'est un vrai point qui est en train de se développer. Ce qu'on appelle un peu... Alors, je parle sous votre contrôle, mais ça, on a longtemps parlé de seconde partie data ou de data collaboration, pour être encore plus clair, de collaboration pour partager cette data. Effectivement, c'était très peu utilisé jusqu'à présent. Et là, je pense qu'on parlait de les créateurs de contenu. Pour le coup, il y a un vrai Eldorado potentiel pour un certain nombre de médias ou de professionnels de création de contenu qui, effectivement, pourraient travailler avec les marques directement sur la base de technologies comme celle de Criteo. Complètement, parce que maintenant, c'est vrai que dans un univers contraint où nos patrons en entreprise nous demandent de plus en plus de résultats de performance sur nos investissements médias, c'est vrai que ne pas avoir de résultats comme ça a pu être par le passé, c'est compliqué. Mais on voit apparaître de plus en plus, Criteo a été un des premiers à le faire sur le marché, la création de plateformes où un chef de produit ou un responsable e-commerce comme moi peut voir automatiquement en live les performances des campagnes. Et je trouve que c'est une très bonne chose et évidemment, j'espère que ça va se généraliser chez tous les retailers. Et le dernier point qui, à mon sens, est inévitable et important, c'est que on voit que le marché du e-retail est un marché jeune, donc un marché en construction, donc a encore des business models qui sont axés moins sur la performance et plus sur la visibilité. Donc on est sur un marché qui est un peu plus cher que la moyenne du marché digital, et c'est comme ça, c'est un fait. Et je pense que dans le futur, ce qui arrivera aussi, ça sera tout ce qui est rémunération à la performance, qui n'existe pas sur le e-retail pour l'instant, et qui, je pense, arrivera de plus en plus. C'est inévitable pour moi.
Et cette rémunération à la performance, peut-être qu'elle va émerger avec la multiplicité, peut-être je parlais de professionnels de contenu qui, eux, accepteront de travailler sur cette base-là. Enfin, j'étais en même temps que je vous parle, je suis en train de penser au business un peu des influenceurs. Sauf que là, on aurait certainement des professionnels. C'est pour ça que je parle de professionnels. Pas que j'ai rien contre les influenceurs, mais je parle de professionnels qui connaissent bien le secteur du retail ou le secteur de l'alimentation, par exemple, et qui pourraient être des partenaires qui seraient rémunérés sur la base de la performance mesurée par des technologies comme celle de Criteo, par exemple. Et c'est ce qu'on voit sur les autres pays. De toute façon, dans les pays anglo-saxons qui ont 10-15 ans d'avance par rapport à la France, la rémunération à la performance est déjà là. Donc, voilà. En tout cas, merci Jérôme, merci Élise de nous avoir sensibilisés sur l'émergence du retail et du commerce média, de nous avoir clarifié la différence entre ces deux concepts. On va dire que le commerce média est une sorte d'extension de l'e-retail, avec le retail en tout cas, 3 acteurs que sont les enseignes, les marques et les consommateurs. Et justement, le commerce média qui est cette multiplication des points de contact qui offre d'énormes opportunités aux marques et qui voit son avenir plutôt, rayonnant au regard de tout ce que vous nous avez apporté comme information aujourd'hui. Donc, je vous dis merci. Merci. Merci, Michel. Ainsi s'achève ce débat autour de l'émergence du retail et du commerce média. Cette émission vous a été présentée par Michel Juvillier. Ce contenu est accessible en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Criteo pour leur soutien, ainsi qu'à notre partenaire média, 100% Média, partenaire opérationnel Adlearn Média. Merci également à l'ensemble des équipes d'Altis Média pour la réalisation de ce programme. Post-production, traduction et sous-titrage par Uptown.